Et bonjour, bonsoir à tous et à toutes, ici Monsieur Marié pour votre continuité pédagogique en première spécialité. On avait du coup terminé le premier chapitre sur l'onde mécanique du thème 4 et on va attaquer du coup le second chapitre qui s'intitule Images et couleurs. On y va du coup immédiatement avec ce chapitre, sachant que, je vous le redis ici, je vous envoie un message pronote, mais vous avez la semaine prochaine, attention, hein, une séance de QCM lundi, mercredi pour l'enseignement scientifique et aussi vendredi. Hein. Voilà, donc du coup je vous laisse retrouver le programme sur votre pronote. On passe du coup sur votre cours immédiatement, je lance le diaporama immédiatement. Tac. Normalement vous devriez l'obtenir maintenant. Voilà. un petit peu dans le retard ce matin, l'ordinateur qui était en mise à jour, donc du coup la vidéo un petit peu en retard. Allez, chapitre 2, du coup, images et couleurs, donc essayez de faire une belle nouvelle page, hein, sachant que c'est vraiment ce qui va faire que vous aurez envie de lire votre cours et de le faire le plus proprement possible, sachant que ça, l'année prochaine, on en aura besoin. Hein. Donc, grand 1, image formée par une lentille convergente. Donc une lentille convergente, c'est quoi? Une lentille, d'abord, qu'est-ce que c'est? Une lentille, souvenez-vous, on l'avait dit en seconde, c'est un espèce de petit prisme, en fait, en plexiglas ou en verre. C'est un espèce de petit morceau, en fait, de plexiglas ou de verre, dont les deux parois, dont au moins deux parois ne sont pas parallèles entre elles. Ok? Donc quand c'est parallèle entre eux, ça s'appelle un prisme. Quand c'est pas parallèle entre eux, on appelle ça une lentille. Ensuite, une lentille convergente ou divergente, une lentille convergente va prendre des rayons lumineux en fait, et une fois que ça va passer à travers, ça va les faire se converger, ça va les faire se rapprocher une fois sortis de la lentille, alors qu'une lentille divergente, au contraire, ça va les faire diverger, ça va faire écarter les rayons par rapport à comment ils sont entrés dans la lentille. Voilà en fait la différence entre lentille convergente et divergente. La divergente, on va pas la voir, parce qu'elle est hors programme. Par contre, on va bien se focaliser, excusez-moi du jeu de mots, sur la lentille convergente. Donc, une fois que vous avez compris ces deux termes-là, on peut marquer grand A, grandeur algébrique. Et qu'est-ce que c'est une grandeur algébrique? En fait, c'est quelque chose qu'on va utiliser assez souvent en optique. Donc du coup, dans le chapitre qu'on est en train de faire, hein, c'est de l'optique qu'on fait. Et je vais vous définir tout ça, du coup, immédiatement. Lorsqu'on a besoin de localiser l'objet, en fait, vous savez, l'objet, c'est n'importe quoi qui émet de la lumière et que vous regardez. Par exemple, là, en l'occurrence, moi, je suis un objet. Et l'image que vous en avez, vous, dans votre œil, c'est ce qu'on appelle l'image. Donc du coup, ce que vous voyez de moi, c'est une image, et moi, je suis l'objet. Voilà. Quand vous regardez votre écran à côté, ou quand vous regardez, sûrement pour quelques-uns d'entre vous, votre portable en train de jouer à côté du cours, votre portable, c'est l'objet. Et l'image que vous en avez dans votre cerveau et via vos yeux, c'est une image. Voilà. En gros, l'objet lui-même, c'est ce que vous avez, en fait, que vous regardez. Mais ce que vous envoyez, c'est l'image. Voilà. Donc du coup, lorsqu'on a besoin de localiser l'objet et son image formée par une lentille, parce qu'on a mis une lentille entre les deux, il convient d'utiliser des grandeurs algébriques. Alors c'est pour repérer en fait à combien de centimètres, par exemple, est l'objet de moi. Par exemple, la webcam avec laquelle je vous parle, elle est actuellement à environ 30 cm. Alors que vous êtes de l'autre côté de l'écran, vous êtes aussi peut-être à 30-40 cm, j'en sais rien. Dans tous les cas, ça me permet en fait de donner une position précise d'un objet ou d'une image. Sachant que l'objet, lui, est devant la lentille, donc du coup on va l'affecter d'un signe moins quand on parle par rapport à la lentille. Et si vous parlez de l'image, qui est normalement, avec une lentille convergente, derrière la lentille, on l'affectera d'un signe plus. Bref, je continue. Alors du coup, il convient d'utiliser des grandeurs algébriques. Donc c'est des grandeurs à laquelle on peut associer soit un signe négatif, soit un signe positif sur la mesure d'une longueur, par rapport du coup à une référence. Si par exemple vous allez vers Nice, vous allez faire plus 30 km. Mais si vous allez si vous voulez aller vers Nice et que vous allez au contraire vers Aix-en-Provence, du coup sur une même autoroute ou sur une même ligne de train comme vous voulez, vous allez faire un trajet négatif. Ok, la distance qui vous sépare de Nice va augmenter. Donc vous allez faire, je sais pas, moins 100, 150 km. Ok. En gros, si vous prenez une référence, si vous êtes dans le sens de la référence, la longueur va être positive. Et si vous êtes dans le sens contraire de la référence, vous allez du coup dans le sens négatif. Et vous allez attribuer à cette longueur du coup une valeur négative. Les longueurs pures en tant que telles sont toujours positives, bien entendu. Ça, on reste sur quelque chose d'assez concret. Par contre,
bah, quand on est par rapport à une référence, bah, vous allez pouvoir là, de manière relative, bah, lui mettre un signe positif ou négatif. C'est ça l'intérêt en fait des grandeurs algébriques. Par convention, du coup, on va définir deux axes orientés. Un normalement vers le haut et un normalement vers la droite. On fera toujours comme ceci. Mais dans tous les cas, si vous définissez un axe horizontal, il sera toujours orienté dans le sens de propagation de la lumière. Et l'axe vertical sera toujours orienté dans le sens de votre objet que vous appelez AB. Okay, donc si votre AB il est orienté vers le haut, ben, ce sera le sens positif vers le haut. Et dans tous les cas, ce que je vous conseille de faire, c'est de toujours orienter votre schéma pour que le sens de la propagation de la lumière soit vers la droite et que l'objet AB soit vers le haut. Comme ça, au moins, vous ne prenez pas la tête, c'est toujours vers la droite et vers le haut. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus concret pour vous et vous avez beaucoup plus l'habitude d'utiliser des repères orientés positivement vers le haut et vers la droite en maths. Donc du coup, autant le faire pareil en physique. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. Par contre, si je prends un objet par exemple qui est situé avant la lentille, comme le point A qui est ici, là vous avez un point A qui est situé avant la lentille. La lentille, c'est la double flèche qui est située là verticalement. Le centre ici, c'est ce qu'on appelle le centre optique, qu'on note grand O, et c'est lui l'origine de notre repère. Donc du coup, dès qu'on monte ici, bah, on est en positif, dès qu'on va à droite à partir d'ici, on est en positif, si bien que la distance OA', bah, ici sur le schéma, est positive. Par contre, la distance OA, qui est ici, bah, elle est négative, elle est égale à OA' d'ailleurs, à un signe près. Grand B. Image réelle et image virtuelle. Alors je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles notions pour vous parce qu'en seconde on s'est pas beaucoup attardé là-dessus. Maintenant si vous voulez revoir une vidéo sur le sujet, bah, sachez que les secondes en ont eu une il n'y a pas longtemps. N'hésitez surtout pas à aller voir cette vidéo, ça peut vous permettre de vous rappeler de petites choses qu'on est peut-être allé un peu vite dessus ou de découvrir des choses sur lesquelles on n'est pas allé. Bah parce que le programme n'est pas forcément adapté, mais moi je peux pas non plus revenir sur toutes les notions. Allez voir cette vidéo de secondes, du coup ça pourrait vous faire du bien. Donc image réelle, image virtuelle, qu'est-ce que c'est? Une image réelle en fait, c'est une image qui va se former de l'autre côté de la lentille par rapport à l'objet. Et l'image virtuelle, c'est qui va se former en fait du même côté, enfin, qui va se former entre guillemets, qui va exister, enfin non, même pas qui va exister en fait. C'est une image qui normalement devrait se former, ok, entre la lentille et l'objet ou même derrière l'objet. En gros, une image virtuelle et un objet seront du même côté de la lentille, alors qu'une image réelle et un objet seront de part et d'autre de la lentille. Donc du coup, pour visualiser en fait l'image réelle d'un objet, bah, vous allez placer un écran en fait derrière votre lentille. Ça peut être le mur, ça peut être quelqu'un, ça peut être un écran, une toile, n'importe quoi. Dans tous les cas, si vous arrivez à avoir une image de l'autre côté de la lentille, dans tous les cas, sur n'importe quel support, on appelle ça une image réelle. Par contre, s'il n'y a aucun moyen d'avoir cette image, s'il fallait placer l'écran en fait bah, devant la lentille, ce qui fait qu'en fait il n'y a plus de... L'image ne traverse plus la lentille, ok, eh bien vous n'avez pas possibilité de former cette image sur l'écran, et on appelle ça du coup une image virtuelle. Exemple, l'image est virtuelle si l'objet, il manque ainsi, si l'objet se situe entre le foyer objet F et le centre optique de la lentille. Alors le foyer objet F, foyer image F', ce sont deux caractéristiques intrinsèques d'une lentille, ok. C'est en fait la longueur à laquelle une lentille convergente va focaliser tous les rayons en un point. Ça, je le dis dans la vidéo de seconde, n'hésitez pas à les retourner dessus, hein, ok. Grand C, caractéristique de l'image et grandissement. Quand vous avez en général une image de quelque chose que vous voyez, hein, par exemple, bah, prenez une cuillère, regardez-vous dedans, prenez un miroir, regardez-vous dedans, bah, l'image en fait, des fois elle est pareille que vous, des fois elle est retournée, elle est à l'envers, des fois elle est plus petite, des fois elle est plus grande, bref, il y a plein de choses qui font que on doit définir ce qu'on appelle les caractéristiques de l'image et surtout ce qu'on appelle aussi le grandissement. Donc est-ce que l'image est dans le même sens que l'objet? Est-ce que l'image est plus grande ou plus petite que l'objet? Ce sont les deux grandeurs du coup qu'on va définir ici. Donc par définition, le grandissement qu'on appelle gamma, c'est pas un Y, hein, c'est un gamma, c'est la grandeur algébrique définie par la relation suivante. Et la relation suivante c'est gamma qui est égal à A'B' sur AB. Donc du coup, A'B' c'est quoi?
bah, c'est la taille de votre image qu'on met en mètres, par exemple, et AB, c'est la taille de votre objet, qu'on met aussi en mètres. Attention, les tailles, elles peuvent être en centimètres, en millimètres, en nanomètres, c'est ce que vous voulez. Dans tous les cas, ces deux tailles doivent être dans la même unité pour avoir un rapport qui donne un grandissement sans unité. Mais on peut aussi avoir un autre rapport qui est OA' sur OA. Ça, on le verra juste après, j'en reparlerai, et c'est prouvé par le théorème de Thalès. Donc du coup, pour avoir un grandissement, bah, vous prenez la nouvelle taille divisée par l'ancienne, ça c'est normal. Si par exemple, je veux savoir d'un facteur combien vous avez grandi entre votre âge de 4 ans et maintenant, bah, vous allez prendre la taille de maintenant, vous allez diviser par la taille que vous faisiez à 4 ans, et vous allez dire, bah, j'ai pris 2 fois et demi ma taille, quoi, par exemple, voilà. C'est ça le grandissement, en fait, c'est ce que vous calculez ainsi. Alors, ensuite, attention, il y a eu un petit bug ici, il y a un gamma majuscule qui s'est intégré dans les deux, là. Et il m'énerve un petit peu, celui-là, chaque fois que j'enlève, il se remet, je comprends pas pourquoi. Donc du coup, toutes les grandeurs algébriques, par contre, en physique, vont se noter avec une barre au-dessus, ok. Donc du coup, tout ce qui est grandeur algébrique, vous le notez avec une barre. C'est un moyen de dire qu'il peut y avoir un signe négatif qui se cache. Sinon, si je mets seulement A'B' et AB, moi je sais que c'est positif, ok. Si par contre, vous voulez dire, bah non, il y a des AB qui sont peut-être retournés, etc., vous devez mettre un signe négatif, bah en fait, pour le gamma, pour A'B' et pour OA', vous allez devoir mettre des barres au-dessus. Donc du coup, et dorénavant, à partir de cette diapo-là, je noterai toujours AB avec une barre, gamma avec une barre, etc., etc. Excusez-moi. Donc dans le cas où gamma est supérieur à 0, si on étudie un petit peu mathématiquement la formule qui est en dessous, hein, qui normalement est avec des barres algébriques, hein, mais mettez les barres algébriques vous sur votre cours, dans le cas où gamma est supérieur à 0, bah, ça veut dire que A'B' est supérieur à AB. Donc ça veut dire du coup que votre image va être... Pardon, je suis allé un peu loin. Si gamma est supérieur à 0, ça veut dire que normalement A'B' et AB sont soit tous les deux positifs, soit tous les deux négatifs. On est bien d'accord. Si bien que le rapport du coup donne un gamma qui est positif. Ça veut dire que du coup l'image et l'objet sont dans le même sens, soit tous les deux vers le haut, soit tous les deux vers le bas. Mais vu que vous orientez votre axe selon votre objet, ben du coup votre objet est forcément positif, donc votre image sera aussi positive. Ok, ça veut dire que l'image en fait va être orientée dans le même sens que votre objet, et donc votre image est qualifiée de droite. Ça veut dire qu'elle n'est pas à l'envers, elle est à l'endroit. Mais en physique on appelle ça une image droite. Quand gamma par contre est inférieur à 0, bah, ça veut dire que A'B' et AB sont de sens différents, sont d'orientation différente. Vu que AB est systématiquement positif parce que l'axe est orienté selon AB, bah forcément A'B' est orienté dans l'autre sens. Ça veut dire qu'il est forcément négatif, et on dit alors que l'image est renversée. On ne dit pas qu'elle est à l'envers, on dit qu'elle est renversée. Allons plus loin du coup maintenant, je reprends mon raisonnement. Si gamma en fait est entre 0 et 1, si gamma est compris entre 0 et 1, bah, ça veut dire que normalement votre image est plus petite que l'objet. Ok. Si elle est comprise entre 0 et 1, ça veut dire que... J'aurais dû mettre valeur absolue de gamma, ça aurait été mieux. Dans tous les cas, si gamma est compris entre moins 1 et 1, ou si la valeur absolue de gamma est située entre 0 et 1, bah vous avez du coup un rapport A'B' sur AB qui dit que A'B' est plus petit que AB, ok. C'est forcément ça. Si le rapport est inférieur à 1 ou supérieur à moins 1, bah ça veut dire qu'il est normalement compris entre moins 1 et 0 ou entre 1 et 0. Donc ça veut dire que le numérateur de votre division est inférieur au dénominateur. Ça veut dire du coup que le dénominateur est plus grand que le numérateur, soit que l'objet est plus grand que l'image est plus petite que l'objet. Voici ce que vous deviez en déduire. Si par contre vous avez un gamma qui est bien supérieur à 1, soit dans le négatif, soit dans le positif, bah ça veut dire que A'B' est bien supérieur à AB, et donc du coup que vous avez une image qui est beaucoup plus grande que l'objet, ok. Donc du coup, le grandissement, il va dépendre à la fois de la taille de la lentille utilisée, ça va dépendre aussi si la taille de votre image, etc. Est plus grosse que celle de l'objet, ok.
mais ça peut aussi être influé par la position de votre objet en fait sur l'axe optique. Plus vous allez mettre par exemple une loupe près d'un bouquin, et plus vous allez avoir possiblement des lettres qui vont grossir. Donc du coup en fait le grandissement va être influé par la position de votre objet sur l'axe optique. Ok ? Et donc du coup c'est là où on arrive dans la deuxième partie de la formule, c'est que gamma c'est aussi égal en valeur algébrique, attention toujours, hein, à OA' sur OA. Ok ? La position en fait de votre objet, de votre image par rapport à la position de l'objet par rapport à la lentille. Ok ? Voilà, c'est toujours pareil sinon, hein, c'est vraiment la même chose. Grand D, relation de conjugaison et mise au point. Donc du coup la relation de conjugaison en fait c'est une relation qui va donner le lien entre la position de l'objet sur l'axe optique par rapport à votre lentille. Ça va aussi mettre en relation donc cette position OA', OA. Ça va mettre en relation aussi la position OA' de son image aussi par rapport à la lentille sur l'axe optique. Et ça va mettre en relation également la distance focale f' de votre lentille, qui correspond aussi à la distance entre O et f', ou O et F, ok, donc f', le foyer focal image, et F, le foyer focal objet. Donc du coup, donc, OF et F', c'est la même longueur, hein, ok, à un signe près pour OF et OF'. Donc du coup, pour votre relation de conjugaison, ben, il faut dire en fait, la formule elle dit que 1 sur OA' en valeur algébrique, ok, moins 1 sur OA en valeur algébrique encore une fois, c'est égal à 1 sur OF' ou 1 sur F', la distance focale, ok. Donc attention ici au signe, parce que vous avez du coup un signe moins qui intervient dans le premier membre, hein, et ce signe moins du coup, faites attention à OA, qui lui est systématiquement négatif, vu que l'objet est toujours situé avant la lentille. Donc du coup, bien faire attention aux signes dans cette formule, et ne pas dire aussi que cette formule elle est compliquée, moi je préfère dire OA' moins OA est égal à F', c'est mathématiquement incorrect, hein, ne faites surtout pas ça. Hein. On parle de mise au point d'un système lorsqu'on effectue des réglages nécessaires afin que l'image formée de l'objet sur l'écran soit nette. Alors en gros, quand vous prenez votre stylo là et que vous le regardez, en gros il peut apparaître plus ou moins net, ça va dépendre si vous êtes myope, hypermétrope, etc. Par contre si vous le mettez bien proche de vous, vous le voyez pas bien, il est flou. Et vous allez devoir du coup loucher, forcer sur vos yeux, on dit qu'on accommode en fait sa vision pour le rendre net, ok. Et bien le temps en fait où vous avez commencé à forcer sur vos yeux jusqu'à ce que ça se rende net, ça s'appelle une mise au point. Voilà. Exemple, si on le fait avec un appareil photo par exemple, lors de la mise au point d'un appareil photo, l'objectif qui est la lentille, qui correspond au cristallin de votre œil, se déplace jusqu'à ce que l'image nette se forme sur le capteur. C'est ce que vous entendez des fois que l'appareil photo il fait... voilà, c'est en fait le déplacement de l'objectif. Et c'est à peu près pareil avec votre portable, normalement il y a un changement très léger de l'objectif sur le banc optique, hein, sur l'axe optique. Donc jusqu'à ce que l'image nette se forme sur le capteur ou sur l'écran, ce qui nous correspond à la rétine. Dans le cas de l'accommodation de l'œil, la distance cristallin-rétine, donc ce qui correspond à la lentille et l'écran, ne peut pas varier. Vous savez que votre cristallin en fait se déplace pas dans l'œil, hein, c'est pas un truc qui bouge. Hein. Donc du coup on va avoir en fait deux muscles, les muscles ciliaires. Ce sont deux muscles qui vont venir forcer sur votre œil en fait, et qui vont agir sur le cristallin pour soit le bomber, soit l'étirer. Ce qui va permettre en fait de faire changer en fait la grosseur de votre, de changer l'épaisseur de votre cristallin et de faire varier sa distance focale en fait. Ce qui permet en fait de faire comme s'il bougeait mais sans qu'il bouge. Ce qui est impossible avec un morceau de verre. Par exemple, vous pouvez pas bomber un morceau de verre sans le casser. Le cristallin lui il peut. Voilà, c'est la différence qu'il y a entre l'appareil photo et l'œil. Donc du coup ce sont les muscles ciliaires qui vont agir sur le cristallin et qui vont ainsi adapter la distance focale afin que l'objet se forme, afin que l'image de l'objet se forme de manière nette sur la rétine. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Du coup comme cours on fait la suite, non pas la semaine prochaine, on le fera on le fera pour lundi prochain. Donc on sera donc lundi 18, je vous rappelle que vous avez votre QCM à réaliser, donc ce sera lundi 25 mai. Vous aurez du coup la suite de ce cours là sur les images et les couleurs.
Et ensuite, on attaquerait du coup une séance d'exo sur ce chapitre. Je vous remercie de m'avoir suivi. Travaillez bien du coup pour préparer votre examen du mieux possible, enfin vos contrôles du mieux possible, vos QCM. Et on se retrouve du coup le 25 mai pour un nouveau cours. Allez, au revoir.